Et décryptage à présent de cette rencontre avec Pierre Laurin, journaliste spécialiste de la Russie. Bonjour et merci d'être avec nous sur RT France. Cette semaine à fort enjeu diplomatique s'est ouverte lundi avec une rencontre entre les vice-ministres des Affaires étrangères russes et américains. Réunion donc ce mercredi à l'OTAN avec les États-Unis, la Russie et les Européens. Avant une autre rencontre, ce sera à Vienne demain, rencontre de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. Jusque-là, rien de concret, pas d'accord. Est-ce que vous diriez que le dialogue est déjà une avancée en soi ? Ah oui, le dialogue est une avancée en soi. Cela fait plusieurs années que le dialogue n'existait plus. Le dialogue était tellement mauvais que le cadre normal des pourparlers entre la Russie et l'OTAN, c'est-à-dire le Conseil Russie-OTAN, ne s'était plus réuni, que les missions de chaque parti dans la capitale de l'autre, c'est-à-dire les Russes à Bruxelles et l'Alliance à Moscou, avaient été retirés. Et là, on parle de réamorcer non seulement le dialogue, mais de réinstaller ces missions, c'est-à-dire qu'on assiste à ce que l'on peut appeler un nouveau départ. Évidemment, tout ne va pas être réglé, tous les problèmes ne vont pas être réglés en l'espace de quelques jours. C'est un long processus qui s'engage. Mais ce qui est très positif, c'est que, alors que jusqu'à présent, c'était les Russes qui étaient demandeurs de ce dialogue, de négociation, de poser les problèmes sur la table, d'essayer de trouver des solutions, maintenant, ce sont les Occidentaux qui insistent sur la poursuite du dialogue. Ils voulaient établir aujourd'hui un calendrier de négociation pour l'avenir et ce sont les Russes qui ont dit « très intéressant votre proposition, mais il faut qu'on y réfléchisse ». C'est-à-dire que quelque part, l'enjeu de ces négociations devient plus intéressant pour les Occidentaux que pour les Russes. Les deux ont intérêt à continuer le dialogue. Mais ce qui est significatif, c'est qu'aujourd'hui, contrairement au passé, les alliés occidentaux ne ferment pas complètement la porte des négociations et au contraire, les encouragent. Et dialogue aujourd'hui aussi avec les Européens qui redoutent d'être marginalisés dans un face-à-face américano-russe. Quel poids est-ce qu'ils pèsent réellement dans les négociations, les Européens ? Bon, les Européens, en tant qu'Union européenne, ne pèsent rien parce qu'ils ont une position commune qui est très minimaliste. En réalité, l'Europe ne vaut que par ses poids lourds, qui sont la France et l'Allemagne. Avant, il y avait également le Royaume-Uni, mais il n'est plus dans l'Europe. Il y a l'Italie, l'Espagne qui comptent, mais d'une manière globale, l'Europe ne peut participer à ces négociations que d'une manière marginale et par l'intermédiaire de l'OTAN, parce que la plupart des membres de l'Union européenne sont également membres de l'OTAN, ou par l'OSCE, c'est-à-dire l'Organisation de la sécurité et de la coopération en Europe, dont la réunion aura lieu demain, où tous les pays européens, y compris les États-Unis et le Canada, qui ne sont pas européens mais qui participent aux négociations, ainsi que la Russie, sont englobés dans cet ensemble, dans cette organisation. Et il y a 50 ans, on commençait un cycle de négociations à Helsinki qui a abouti à asseoir la détente entre l'Union soviétique et les pays occidentaux sur des bases réelles. Et ces négociations, c'était la conférence pour la sécurité et la coopération en Europe qui a donné par la suite naissance à l'organisation en question. Et il est très possible qu'on assiste aujourd'hui à un retour de ces négociations de l'époque, d'il y a 50 ans, qui ont réglé pas mal de problèmes et qui ont permis effectivement une évolution pacifique sur le continent européen. Il est possible que ce soit dans le cadre de l'OSCE que les choses sérieuses puissent commencer, les véritables négociations
puisse s'engager avec la participation de tous les États européens. Alors Moscou a mis sur la table 2 propositions, interdire tout nouvel élargissement de l'OTAN à l'Ukraine ainsi qu'à tout autre pays, empêcher aussi les activités militaires proches de la frontière russe dans les pays de l'ancien espace soviétique. Quelle est la marge de manœuvre des différentes parties ? Bon, les propositions russes se basent sur un principe réciproque de sécurité qui est dans les traités, dans les textes. C'est-à-dire qu'un pays ne peut pas assurer sa sécurité aux dépens de ses voisins. Voilà. Ça, c'est le principe de base. Évidemment, l'OTAN est très réticente et même hostile à l'idée de ne plus s'élargir, de ne pas englober éventuellement la Géorgie, éventuellement l'Ukraine. Mais il y a une différence entre les déclarations de principe et d'intention et les réalités. Est-ce qu'aujourd'hui, l'OTAN est en mesure de donner à l'Ukraine et à la Géorgie une place au sein de l'Alliance? Techniquement, c'est relativement difficile, parce qu'en plus, la situation dans ces 2 pays n'est pas conforme à ce que l'OTAN demande à ses membres. Donc là, il y a une possibilité pour que progressivement, bien que le principe de on veut élargir et on élargira soit prononcé, proclamé haut et fort, en réalité, sur la table des négociations, on pourra certainement trouver des accommodements qui permettront à l'OTAN de sauver la face, disons, et à la Russie de parvenir à éviter cet élargissement qui avait, d'ailleurs, l'arrêt de l'élargissement avait été promis à Gorbatchev au moment de l'effondrement de l'Union soviétique, et cela n'avait pas été tenu. Et lorsque j'ai eu l'occasion de travailler avec Gorbatchev sur ses mémoires, il regrettait fermement de ne pas avoir obtenu un document écrit. Il pensait que la parole de ses interlocuteurs, en l'occurrence le président Bush père et James Baker, son secrétaire d'État, suffisait. Or non, ce n'était pas suffisant. Merci beaucoup pour votre éclairage, Pierre Laurin. Je rappelle que vous êtes journaliste spécialiste de la Russie.